Voilà, mesdames et messieurs, je crois que nous sommes au complet en ce qui concerne les orateurs, donc nous pouvons commencer. Je suis très très heureuse de vous accueillir ce soir à l'Université de Lausanne, au nom de la direction que je représente ce soir. Nous sommes surtout très fiers de travailler depuis 5 ans avec la Fondation Charles Veillon, et c'est donc la 5e année que nous décernons à l'université avec la Fondation Veillon le prix européen de l'essai. Je suis évidemment très fière aujourd'hui de pouvoir féliciter le récipiendaire de ce soir, M. Jean-Claude Mathieu, d'accueillir aussi l'orateur qui sera chargé de la partie épidictique de cette soirée, M. le professeur Henri Mitterrand. Et quand je vous aurai dit que je suis professeur de littérature française, vous comprendrez que je brûle de parler de l'œuvre de M. Mathieu, mais je modère mes élans, je tempère mon feu et je m'en tiendrai donc tout à fait strictement au rôle protocolaire qui est le mien ce soir, qui est de vous souhaiter une très très belle soirée. Et sans plus attendre, de passer la parole au président de la Fondation Charles Veillon, M. Pascal Veillon. Merci, Madame Chaperon, pour votre accueil. Madame Chaperon vous a accueillis tous. Merci d'avoir réfréné vos envies d'en dire plus, parce qu'en effet, cette année, les grandes idées des philosophes, des chercheurs, cèdent leur place aux poètes. Et c'est grâce à vous, Monsieur Mathieu, qui avez séduit le jury du prix européen de l'essai Charles Veillon par votre livre. Vous l'avez séduit par ce repérage subtil, original, foisonnant des émotions que laissent en nous les inscriptions abandonnées sur la pierre, sur la terre, même sur l'eau et le vent à la fin de votre livre, en repérant justement tout ce que les écrivains peuvent faire de ces inscriptions. Parce que qui, mieux que les écrivains, bien sûr, savent transmettre leurs émotions. Votre livre a plongé le jury dans une lecture inhabituelle. Il a dirigé nos regards plus vers le début de l'écriture, la naissance de l'écriture, plus que sur l'analyse des choses écrites. D'habitude, le jury d'un prix de l'essai évalue, soupèse longuement la valeur d'une pensée, l'originalité des idées, la pertinence des questions soulevées par les essais que nous lisons. D'habitude, nous recherchons bien sûr des auteurs qui savent scruter, évaluer la réalité du monde ou l'actualité. Et vous nous avez fait faire la démarche inverse. Nous laisser porter par cette abondance de mots bien assemblés qui constituent votre livre. Ce sont vos mots, bien sûr, d'auteurs que nous célébrons et félicitons aujourd'hui, et puis les mots de tous les auteurs que vous citez. Et là, je vous cite, « La littérature a affaire aux traces, aux empreintes, aux souvenirs laissés par le passage du réel, un instant soulevé. » Vous nous introduisez donc dans cette sorte de mystère de la création, le mystère de toutes les traces que laissent en nous nos émotions et ce que nous voyons, et ce que, bien sûr, les auteurs en font. Alors, en ceci, votre livre est un questionnement, un long questionnement sur la manière dont l'être humain s'approprie la nature. Et c'est dans ce sens qu'il est bien un essai, dans le sens où nous concevons un essai, une œuvre qui interpelle
et qui induit la réflexion. Parce que la compagnie des poètes vous plaît, enfin vous passionne même, et aussi parce que vous m'avez décrit les nombreuses attaches que vous avez avec la Suisse, permettez-moi de confier la conclusion de cet accueil à un poète local. C'est Alexandre Voisard, vous l'avez lu. Je me demande s'il y a un poète que M. Mathieu n'a pas lu, mais depuis cet après-midi, je suis époustouflé. Alexandre Voisard, c'est ce jurassien engagé, ardent défenseur de son canton, a écrit « Le poète dit aux mots « Soyez les bienvenus, entrez donc, je vous en prie, accommodez-vous, que chacun de vous ait sa juste place aux palabres et sa part nécessaire de silence. » Vous savez, Monsieur Mathieu, donner leur juste place aux mots. Vous savez aussi faire silence pour laisser parler les auteurs, et les poètes en particulier. Et nous pensons que votre œuvre elle-même a sa juste place dans toute la production littéraire d'aujourd'hui. Écrire, inscrire, à sa place, et nous avons voulu le reconnaître par ce prix. Et je ne veux pas bien sûr terminer sans remercier l'Université de Lausanne, son rectorat et toutes les personnes qui s'impliquent dans la réussite de cette soirée, la 5e que nous faisons en effet. Nous avons demandé à M. Mathieu quelle musique il aimerait entendre ce soir, parce qu'il y aura un peu de musique. Et parmi les différents choix que vous nous avez donnés, figuraient des sonates pour flûte de Bach, mais vous n'avez pas indiqué le prénom. Et il se trouve que Carl Philipp Emanuel Bach, qui est bien sûr un digne successeur de son père, a écrit plusieurs sonates pour flûte seule. Madame Élise Gastaldi, flûtiste, va interpréter cette œuvre pour nous ce soir, une des sonates de Carl Philipp Emanuel Bach, et nous entendons maintenant le premier mouvement de cette sonate. Si Madame Gastaldi apparaît. Voilà. Merci.
Je donne maintenant la parole à Madame Stéphanie Cudré-Mauroux, membre du jury. Et ce n'est pas un secret, c'est elle qui a parlé en premier de M. Jean-Claude Mathieu au jury. Madame la vice-rectrice, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, cher Jean-Claude Mathieu. Au sein du jury du prix Veillon, s'est posée maintes fois la question du type d'essai que l'on aurait à cœur de primer. Essai journalistique, essai scientifique, essai littéraire. Nous divergeons régulièrement sur la simple définition du mot essai. Et c'est normal. L'exercice consiste presque toujours à refaire, avec plus ou moins de pertinence ou de gêne, l'histoire de ce genre protéiforme, de sa taxinomie ou de sa poétique, et nous ramène à quelques références obligées, Adorno, Barthes, Lukács, plus près de nous, Marielle Massé ou Jérôme Roger, parmi quelques autres qui tentent de circonscrire ce type de texte argumentatif, ou parfois même bien plus loin de nous, à consulter le père de l'essai littéraire Montaigne. Au siècle dernier, Adorno a marqué la critique du genre avec son étude Der Essay als Form, l'essai comme forme, écrite entre 1954 et 1958 et traduite en français en 1984. Tous les théoriciens de l'essai, ses successeurs, réfléchissent et débattent, peu ou prou depuis lors, à l'aune de ce texte célèbre. Adorno, pour comprendre et identifier les raisons de la méfiance, du mépris, voire, dit-il, d'un ressentiment de la recherche savante ou académique à l'égard de ce genre, y revisitait la définition de l'essai. Il assignait au genre les plus hautes exigences morales et formelles. L'essai journalistique en était pour lui la réalisation dévoyée, tout en lui découvrant paradoxalement certaines qualités, je le cite, d'un loisir propre à l'enfance. L'essayiste, écrivait-il, réfléchit sur ce qu'il aime et ce qu'il est. Le bonheur et le jeu lui sont essentiels. Fin de la citation. Un essai réussi serait, par conséquent, une œuvre jaillissante, prime sautière, inventive, qui ne s'arc-bouterait pas à la théorie, ne se plie pas à la règle du jeu de la science organisée. Épris de liberté, l'essayiste ne vise pas à l'exhaustivité, il réclame et milite pour un droit à l'esprit d'aventure, à l'espièglerie. En poursuivant la lecture de cette tentative de définition, on voit en outre que l'essayiste manifeste un goût pour le bonheur. Son principe directeur sera le plaisir de la pensée. Pour ces mêmes raisons, un grand essai est souvent, selon Marielle Massé, difficilement résumable à la différence d'un assemblage clairement assertif de thèses. J'ai déjà réuni ici toute une série de qualités formulées par d'autres, mais qui vont me permettre de motiver les raisons de l'admiration de notre jury pour l'essai de Jean-Claude Mathieu. Je commencerai par dire avec les mots de Sandrard que pour nous, c'est un livre de pleine plume ou, et c'est alors Barthes qui parle, de pleine écriture. Le talent formulaire de l'auteur, la force poétique de sa langue, la beauté des variations métaphoriques nous émerveillent, comme ici par exemple. Le tact littéraire n'est pas le privilège de la peau et de la main, mais l'écrivain touche par tous les sens, par les images et les signes qu'il crée, qui sont des plans de contact électrisés attirant le monde. Précisément, ce livre est celui d'un gourmand emporté par une nature sensuelle. Ces pages sont indiscutablement le travail de quelqu'un qui a le sens et le goût du bonheur. Bonheur de la lecture, bonheur d'une liberté à l'égard de l'objet, confiance heureuse en la prescience poétique. Bien qu'organisé en chapitres qui délimitent quelques grandes zones de l'écriture-inscription, le texte ne piège pas la poésie sous un argumentaire raisonneur. Je cite Jean-Claude Mathieu, « Point de mots parasites, trop gris, trop docte ». L'allure buissonnière de la progression du texte, l'abondance de citations que l'auteur a l'air de recueillir incidemment dans un savoir encyclopédique, l'Europe littéraire, rien de moins,
sont l'essence même de ce qu'est un grand essai littéraire. Trop de citations, s'interrogeait Jean-Claude Mathieu en ouverture, tout au contraire. La mesure même de l'essai n'est pas de produire un savoir, mais de convoquer des savoirs citables, de les disposer sous un nouvel éclairage pour les régénérer, pour leur donner un pouvoir renouvelé. La citation ne possède-t-elle pas en effet une véritable puissance énergétique ? Jean-Claude Mathieu a pu rêver avec Saint-Gria, et je cite à nouveau, d'un livre tenant seul, par la force probante des citations, orienté de-ci, de là, par quelques coups de pouce discrets. Adorno parlait, rappelons-le, de l'essai comme d'un loisir propre à l'enfance. Or, Jean-Claude Mathieu ouvre et clôt son bel essai sur quelques considérations subjectives et poétiques, avec l'enfance au cœur du propos. L'essayiste découvre à ses côtés la présence, non remarquée jusque-là, de cet enfant qui botanisait furtivement sur la tombe de sa mère, et qui n'est autre que lui-même. L'enfant se livre au jeu de l'enfance, avant le texte, avant la parole, et avec lui et par lui, c'est l'adulte qui commémore une vie de lecture, d'aventure poétique. J'ai toujours eu le goût des inscriptions. C'est Hugo qui l'écrit, Jean-Claude Mathieu le cite en exergue. L'essayiste n'est-il pas au fond cet infant scriptor devenu grand, mais qui veut s'émerveiller encore et encore de ce que les poètes lui dévoilèrent? Sous ses yeux, la littérature n'est pas ce divertissement commercial qui nous accable si souvent aujourd'hui, mais le lieu du sens, l'édifice immense du souvenir. Le livre de Jean-Claude Mathieu est publié dans la collection Les Essais chez Corti. Pour nous, il représente l'un des canons possibles du genre. On conclura enfin que l'essai, par nature, par essence et par origine, est littéraire. Avec le livre de Jean-Claude Mathieu, c'est un jury reconnaissant que je représente, puisqu'il nous est permis d'accueillir parmi nos lauréats, après Caillois ou Starobinski, l'auteur d'un très bel essai littéraire, libre, subjectif, précieusement mémorable et exemplaire.
C'est à vous, monsieur le professeur Mitterrand, que nous avons confié la laudatio de notre lauréat. Madame la vice-rectrice, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il y a un peu plus de 40 ans apparaissait en lisière du bois de Vincennes, à Paris, un campus universitaire qui faisait figure d'absolue exception dans l'histoire de l'université française. Le seul à avoir été bâti en moins de 4 mois. Le seul à avoir surgi d'une révolution étudiante, ou plutôt peut-être d'un simulacre de révolution. Et par-dessus tout, peut-être, la première entreprise universitaire à bousculer radicalement le train-train des études de sciences humaines en France. L'université de Paris-Vincennes était née dans la passion, l'enthousiasme, la liberté, et aussi dans l'improvisation, parfois dans l'égarement et un peu de folie. Une coexistence d'énergie courant à hu et à dia, dont les 12 années de survie dans son lieu d'origine allaient féconder comme jamais la pensée analytique et critique. C'est une histoire qui reste à écrire. Et si je ne l'évoque ici, c'est que pour 2 raisons. Parce que Jean-Claude Mathieu en fut un des acteurs, et parce qu'elle explique indirectement ma présence ici, quelque peu paradoxale. Paradoxe parce que je connais trop mal les poètes contemporain pour tenir un propos pertinent sur ce grand lecteur de poésie. Mon univers de spécialité est le roman du XIXe siècle, et s'il m'est arrivé de commenter devant des étudiants des poèmes d'Aragon, de Breton, d'Éluard, de Ponge, de Michaud et de quelques autres, ce fut à l'aventure en lecteur naïf. Mais Jean-Claude Mathieu a balayé l'objection, me disant en substance « Mais non, nous avons bu ensemble le même lait vincennois, nous avons aimé et admiré les mêmes maîtres et les mêmes camarades, cela me fera plaisir que tu évoques ces années et ces lieux dont un je ne sais quoi subsiste au cœur de mes livres. » Je commencerai donc par là, avant de dire mon admiration pour le grand ouvrage qui est couronné aujourd'hui. Jean-Claude Mathieu est arrivé au département de français de l'Université de Paris-Vincennes après 4 années d'enseignement à l'Université de Nancy à la rentrée de 1969. Il n'était pas du premier contingent, installé à l'automne de 1968 dans la fièvre post-68arde. Mais il le rejoignait tout naturellement, disons parce que c'était lui et parce que c'était le groupe de Vincennes. Il était appelé par Jean Levaillant, qui dirigeait sa thèse de doctorat, alors intitulée d'un titre à la fois richardien et attentif à l'histoire, La poésie et le monde sensible entre 1918 et 1939. Il retrouvait à Vincennes celui dont il avait déjà fait son maître, Jean-Pierre Richard. Et autour de celui-ci et du grand valérien qu'était Jean Levaillant, une équipe assez originale, il faut le dire, composée de professeurs, de maîtres de conférences et d'assistants venus d'ailleurs pour créer cette université moderne de leurs rêves. Et c'est une université qui s'était ouverte immédiatement à des personnalités extérieures, illustres, ce qui n'était pas courant jusque-là, et à des personnalités au profil de créateurs autant que de critiques ou d'historiens. Je cite parmi d'autres Michel Butor, Yves Bonnefoy, Paul Zumthor, le grand médiéviste, Michel de Guy. Les plus jeunes avaient été recrutés parce que leurs aînés les tenaient pour de futurs maîtres, et ils ne se trompaient pas, Henri Méchonic, Jacques Neff, Bernard Cerchilini, médiéviste, Ludovic Janvier, et bientôt Jean-Claude Mathieu. Point de discrimination hiérarchique, une solidarité, une camaraderie fraternelle, effaçant les différences d'âge et d'opinion politique, mais sans estomper les choix de références intellectuelles. Il y avait là un cœur commun, un corps de postulats et de présupposés qui suffisait à nous éloigner tous
des pesanteurs institutionnelles et épistémologiques de la tradition académique. Nous nous gardions et nous nous guidions sur la littérature vivante, l'innovation critique, l'attention combinée au jeu des formes et au jeu du langage, aux déterminations de l'histoire, le sens des spécificités de l'art, l'étude immanente des œuvres, et avec tout cela, l'appel à toutes les disciplines de l'étude du discours, le discours du je singulier et le discours de l'autre, du grand autre, psychique et social, se faisant entendre derrière la parole du je personnel. C'est ainsi que voisinaient, s'entreparlaient, se confrontaient les uns aux autres des hommes et des femmes partageant le même amour de la littérature et le même dédain des myopies et des exclusions. Tournés qui vers l'expérience thématique, qui vers la linguistique du texte et des styles, qui vers la psychanalyse, qui vers l'investigation socio-historique, qui vers l'approfondissement philosophique. Pas de sectarisme, pas de repli, mais au contraire une complicité avec ces maisons extérieures où professaient d'autres inventeurs de la nouvelle recherche critique. Barthes, Genette, Grémas à l'École des hautes études, Althusser et Charles à l'École normale supérieure, Todorov au Centre national de la recherche scientifique, Bourdieu, Benveniste, Lévi-Strauss au Collège de France, sans parler de nos aînés d'outre-frontière, belges comme Georges Poulet, suisses comme Jean Rousset et Jean Starobinski, américains comme Roman Jacobson. Une espèce de franc-maçonnerie intellectuelle, peut-être. Elle est bien lointaine maintenant. Mais c'est d'elle que sont issues, en 1970 et 1971, 4 revues toujours bien vivantes, littérature, poétique, langue française et langage. Et ce n'est pas un hasard si le destin de la première cité, littérature, est maintenant entre les mains de Jean-Claude Mathieu. Jean-Claude Mathieu, sans doute le plus libre de nous tous et le plus artiste. La diversité de ses formations et de ses talents s'accommodait alors de prendre appui sur 3 piliers conceptuels dont la validité heuristique était communément admise et qu'on peut rapidement dénommer la structure, la société, l'inconscient, l'esprit de 68, n'est-ce pas ? Structuralisme, marxisme, psychanalyse, avec leur divinité tutélaire, Saussure, Marx, Freud. Flottait donc sur ce département de français de l'Université de Vincennes comme une brise de positivisme, une application confiante, voire enthousiaste, des modèles, sinon des clés, qu'avaient offerts des ouvrages admirés. La linguistique générale de Saussure, la sémiologie narrative de Grémas, la narratologie de Genette, les écrits de Lacan, la théorie des appareils idéologiques d'Althusser, les 5 réseaux de lecture de Roland Barthes dans les Z, et j'en passe. Jean-Claude Mathieu ne s'est pas privé de faire usage de cette instrumentation dans ses débuts. Il en respirait l'air, et son premier livre, consacré en 1972 aux fleurs du mal, en porte quelques marques, par exemple l'emploi discret d'un vocabulaire d'époque, emprunté à la linguistique et à la rhétorique des figures, l'héritage inestimable de la stylistique, l'adoption de la notion méchonicienne de forme-sens, la rigueur de ses observations sur la chaîne des sons, des sens et des rythmes, là où se dessine, selon ses mots, le geste verbal faisant du poème une totalité autonome. Cela dit, il citait aussitôt la célèbre déclaration de Baudelaire, manier savamment une langue, c'est parler une espèce de sorcellerie évocatoire. Tous les mots comptent ici, et dans tous ces mots, Jean-Claude Mathieu reconnaissait à la fois sa propre expérience du choc poétique, je le cite, son recours assumé à la science de la langue, sa propre exigence de dévoilement des choses cachées, mais du même coup, la justification de sa prudence aimablement ironique à l'égard de la description taxinomique telle qu'elle avait illustré Jacobson et Lévi-Strauss dans leur célèbre commentaire des chats de Baudelaire.
sans parler de sa réserve polie à l'égard de la vulgate freudienne et de la mythographie. Une phrase de ce premier essai gouvernera avec 1000 affinements toute son œuvre d'amoureux du langage, de la poésie et du vivant. Le langage de la poésie, nous mettant au point où s'éveille à la fois le langage et l'imaginaire, le chemin critique doit être inversé et partir du texte où s'éveille et se transforme l'archétype dormant. Ce qui a toujours protégé Jean-Claude Mathieu de se fier trop candidement à la fécondité des enthousiasmes théoriques et méthodologiques des décennies de 1970 et 1980, et lui a fait mesurer les risques de leur application sans nuance à l'enseignement littéraire, ce sont 3 traits de sa personnalité, et je vous demande de me pardonner ce schématisme. Le premier est sa découverte adolescente de la poésie moderne à Marseille, dans les années de l'immédiate après-guerre, et en particulier son compagnonnage avec les œuvres des 3 poètes qui formaient pour lui le trio majeur, René Char, Francis Ponge et Henri Michaud. Il a penché ensuite pour Char, à qui il a finalement consacré sa thèse de doctorat et les 2 volumes qui en sont issus en 1988, La poésie de René Char ou Le sel de la splendeur. Une enquête monumentale sur l'évolution de l'œuvre de Char, ses valeurs et ses formes, si denses et si rares, époque par époque, du surréalisme à la résistance. Pourquoi Char ? Eh bien, il le confie lui-même. Peut-être les souvenirs d'une enfance solaire sur les pierrailles des chemins cévenols, les échos et les images des maquis tout proches pendant l'occupation, et un peu plus tard, dans l'attirance de la nouvelle critique, la volonté d'affronter en immanence les mystères du texte, l'obscurité de son sens et l'éclat fulgurant de ses formes. À quoi il ajoute, je le cite, un vieux penchant pour les écrivains moralistes tels Chamfort et Joubert, maîtres de l'aphorisme. Le deuxième trait est son respect absolu du texte. L'œuvre, dans son intégrité et sa totalité, que ce soit à l'échelon du poème isolé, du recueil ou du fragment, est un point de départ absolu. Mais complémentairement, le texte ne peut s'éclairer que de tous les autres de même écriture et plus au large du miroitement que lui ont légué les œuvres avec lesquelles il a noué accords, échos, descendance, allusions, héritage, apparentement, appel, ce qu'on appelle dans le jargon critique d'aujourd'hui l'intertexte. De là, l'affirmation des mérites premiers de la gerbe de lecture ou de la lecture infinie. Car si la littérature a pour source l'écriture, elle a pour révélateur et pour mesure la lecture. L'aphorisme de René Char, « Ne brode pas dans le brouillard », vaut pour la composition du poème et aussi pour le travail de son élucidation. Jean-Claude Mathieu ajoute à la métaphore atmosphérique de Char une métaphore minérale, soulignant, je le cite, l'écart entre de sereines déclarations méthodologiques faisant les glorieuses et de modestes pratiques éclairées par la lanterne sourde du creuseur de mines. Modeste, c'est sans doute trop dire, car chacune de ces lectures mobilise le rare trésor de son savoir, de son pouvoir d'intuition et, si j'ose dire, de son âme. C'est vrai pour Char en 1988, c'est vrai pour 2003 dans son Philippe Jacotet, sous-titré « L'évidence du simple et l'éclat de l'obscur ». Et c'est vrai encore pour les regards solidaires qu'il a portés sur Michaud, Dupin, Dequille et d'autres au fil de ses années d'enseignement à Vincennes et à l'École normale supérieure. Toute cette somptueuse matière de poésie, selon son mot. Retenons donc, en troisième lieu, ce terme de matière. J'aurais dû tout simplement, au lieu de ce discours surplombant, lire quelques pages prélevées sur les livres que j'évoque, pour que vous saisissiez le son, les accents, le nuancier,
non pas seulement de cette matière de poésie, mais de la matière critique qui en fait à mesure goûter tout le suc. Un seul exemple, dans le chapitre où Jean-Claude Mathieu accompagne Jacques Cottet dans sa rêverie sur la glace dérobée des fleurs. C'est une expression de Jacques Cottet. Et voici le texte de Jean-Claude Mathieu. Le parfum des fleurs, comme la saveur de la Madeleine chez Proust, soutient l'édifice du passé, ou du moins contient la magie enclose au jardin de l'enfance. L'intériorité du parfum, concentré et diffus, émanant d'une source invisible, préserve le plus intime du souvenir. Du plus loin reviennent iris et pivoine, et quelquefois la vigne vierge, s'enlaçant à des roses, autour d'une fenêtre où l'on s'attend presque, dans ce climat nervalien, à voir s'encadrer le sourire athénien de Sylvie. J'omets par souci de brièveté les citations empruntées ici au poète et qui se tissent en même temps que le commentaire que Jean-Claude Mathieu en fait. Relevons seulement que l'évocation de la vigne vierge pourrait symboliser avec assez d'à-propos la profusion, la grâce, l'art d'un travail critique qui se veut enlacement mutuel des motifs du poème et des lumières de l'analyse. Jean-Pierre Richard et Jean Starobinski ont défini et illustré ce que ce dernier a appelé la critique d'identification. Jean-Claude Mathieu fait entendre sa propre musique, qui est celle d'une critique d'harmonie, inscrivant et orchestrant ensemble, sur deux portées parallèles, l'écriture du poème et en contrepoint harmonique, l'écriture de son commentaire. Et dans ce même mouvement, une approche sensible, gourmande, hédonique autant que lucide, qui entend toucher et goûter ensemble la chair de l'imaginaire et la saveur de la lettre, sur le fond d'une conviction théorique, affirmant fortement, je le cite encore, la connaturalité de l'expression humaine et de l'expressivité du monde. Double gémellité et double osmose en miroir, celle du poète et de son interprète, et celle du poème et de la vie. Mais nous voilà rendus à la somme publiée sous ce merveilleux titre « Écrire, inscrire », et ouverte par cette phrase toute simple et toute personnelle que vous rappeliez, madame, tout à l'heure, « J'ai toujours eu le goût des inscriptions ». Avec cette glose peut-être suggérée, mais qui, celle-là m'est personnelle, enfin qui est la sienne, mais je vais ajouter la mienne. Écrire, c'est inscrire. Graver le sens et défier le temps. Le sous-titre, c'est écrire, inscrire, mais écrire, c'est bien entendu inscrire, graver le sens et défier le temps. Il ne s'agit plus ici de creuser le calme bloc tombé d'un astre singulier, mais de parcourir en 20 itinéraires, je les ai comptés, 20 itinéraires, l'univers illimité des inscriptions de tous ordres et d'en repérer les apparitions sur le mode du souvenir, de la rêverie ou de la méditation dans le champ entier de la littérature. Pierres écrites, épitaphes, apostrophes du mort au vif, graffitis muraux, marques sur les portes, affiches, enseignes, traces des doigts sur une vitre, noms et signes sur les écorces, quasi-signes du reflet des eaux, paroles ailées, écrits sur le sable et la poussière, écrits sur le corps. L'inventaire est fabuleux. Et en combien d'années a-t-il été recueilli? Je ne sais. Il entraîne le lecteur dans un voyage sans pareil, à travers toutes les lettres, graphies, encre de nuit et encre de sang, traits et lignes où peuvent se lire les voix du monde et de la nature. Cris, appels, mots de deuil ou d'amour, de sarcasme ou de songe, de murailles ou de nuages. Écrire, inscrire, ou plutôt peut-être inscrire, écrire. Car dans ce livre, l'inscription est première et seconde sont ces variations poétiques où l'on retrouve tous les poètes célébrés par Jean-Claude Mathieu et le miraginaire de beaucoup d'autres, convoqués en foule. Alors, Jean-Claude Mathieu n'a pas l'heureuse paternité de ce superbe mot valise, miraginaire,
qui a été forgé par le psychanalyste Jacques Lacan, mais lorsqu'il le reprend à son compte, c'est bien lui qui en déploie toutes les résonances poétiques, où l'on entend assurément mirage, miroir, miroitement, bien sûr image, imaginaire, mais aussi miracle et magie. Ce sont là toutes les lueurs et les métamorphoses qui éclairent ce tissu de figures graphiques recueillies sans trêve en tout lieu et en tout support, ainsi que la trame des textes qui ont conservé leurs empreintes et qui les ont changées en matrices poétiques. Point d'inscription sans la main qui inscrit, sans l'encre qui les tend au poème, sans les lettres vives de l'alphabet qui la découpe noir sur blanc, sans la ligne le long de laquelle glisse la main. Comme dans la mise en abîme de sa propre thématique, car je n'ai fait ici qu'égrener quelques-uns des thèmes qui surgissent dans un des chapitres du livre, comme dans la mise en abîme de sa propre thématique, le livre de Jean-Claude Mathieu glisse, lui aussi, de proche en proche, savamment et rêveusement, selon une double démarche métonymique, l'une qui parcourt tout le paradigme de l'inscrit, sa matière, ses instruments, ses supports, ses signes, l'autre qui épuise par dérivation analogique et citations successives tous les motifs et toutes les formes du passage de l'inscrit à l'écrit, des images d'inscription au mirage de l'écriture, c'est le sous-titre du livre de Jean-Claude Mathieu. Par exemple, des entailles de la pierre écrite à la rêverie sur le minéral, de la pierre au parchemin ou au papier des petits écrits, ou des écrits énigmatiques, puis aux images du caillou, gravé ou peint, et de là à la pierre précieuse, à la fascination moderne des formes intemporelles et de l'infracassable poème, puis au galet du mot, au ricochet de l'écriture, à la phrase sautant de pierre en pierre, à l'éclat et aux fissures de la poésie à l'épreuve. Délicieux vertige de ce transport à travers toutes les voies et toutes les voies, les deux orthographes, de l'écriture et de la littérature. Écrire, inscrire, se lit donc comme une sorte d'encyclopédie poème des choses et du langage qui les poétise, comme une sémiologie généralisée des équivalences entre le visible et le lisible. La peau du monde, écrit Jean-Claude Mathieu, est tatouée de lettres. Le poète en est le voyant. Et il ne fait pas de doute que Jean-Claude Mathieu, déchiffrant d'un même mouvement de l'esprit et de la main la signature des choses et les illuminations de la poésie moderne, s'est fait lui-même voyant. Je ne pense pas forcer la note en disant qu'avec ce livre, il a pensé, rêvé, composé, écrit le chef-d'œuvre de la méditation moderne sur l'écriture. Un livre qui porte toute la sensibilité et tout l'humanisme du contemplateur, tout l'art de la lecture et tous les prestiges du style. Un livre de charme, oui, au sens latin du mot, sur lequel pourraient rêver à leur tour les peintres et les musiciens. Et pour une dernière note, que vous avez rappelée, madame, si justement, et pour une dernière note jusqu'ici retenue, un livre qui émeut et qui laisse pensif, car il s'ouvre et se ferme sur la confidence discrète de sa source, le retour au pays natal, auprès de la pierre tombale où s'est inscrit, puis effacé, le souvenir d'une souffrance d'enfant inapaisable. À l'insu de l'essayiste, écrit Jean-Claude Mathieu, à l'insu de l'essayiste, ce livre est né là où manquait l'inscription de la mère. Je termine donc comme lui par cette citation emblématique de René Desforêts qui clôt l'ouvrage. Et dans ma mémoire souffrante qui est mon seul avoir, je cherche où l'enfant que je fus a laissé ses empreintes. L'enfant et la pierre, l'enfant et la mère, renaissant ensemble dans cet immense essai. Merci. Monsieur Mathieu, si vous voulez vous approcher, vous m'avez confié tout à l'heure que vous cultivez une oliveraie dans
vous soignez une oliveraie dans la Corse natale de Madame Mathieu. L'huile, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui guérit, c'est ce qui donne du goût aussi. Un prix littéraire, c'est un peu comme de l'huile. Et j'espère que ce prix que j'ai la joie de vous donner aujourd'hui sera pour vous comme une huile bienfaisante et surtout le signe de notre reconnaissance. Mais c'est moi qui suis infiniment reconnaissant. Madame Danielle Chaperon, vice-rectrice, Monsieur Pascal Veillon, président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chère Stéphanie Cudray-Moreau, cher Henri Mitran, chers amis. En réponse à ces discours qui ont hissé trop haut le livre que vous honorez, s'impose le seul mot de reconnaissance. J'ai toujours vu dans son double sens une consigne pour le critique, partant un éclaireur reconnaître un texte avant de reconnaître ce qu'il lui doit. Ici, maintenant, il désigne ma joie de retourner quelques mots vers ceux qui ont pris la peine d'en lire davantage. Un poème de René Char s'achève sur cette parole simple « Dans mon pays, on remercie ». Permettez-moi de la faire mienne pour exprimer mon émotion et ma gratitude envers ceux qui ont soupesé ce pavé de l'ours sans en être écrasés. Mais à vrai dire, j'ai le sentiment qu'à travers le lecteur de poésie, c'est la voix des poètes qui vous a touché. Et dans un temps où la poésie, traversée par les forces de la nature, aussi bien que par les terreurs de l'histoire,
reste essentielle pour notre vie. C'est à elle, bien plus qu'à moi, que s'adresse votre geste. Songer à ses dettes, écrivait Char en se tournant vers Braque. Ce livre traversé de voix est aussi le procès-verbal de mes dettes, et versé vers ceux qui y parlent que je tourne ce prix. À qui est dû ce livre? À la vie, aux rencontres, aux poètes, à un village et ses veines, avec ses montagnes modérées, à l'Égual et ses maquisards que j'entrevoyais enfant, sans savoir alors que d'autres enfants étaient cachés tout près, aux tendres courbes de la rivière, longuement arpentées avec mon père, ces trous, ces ombres où l'on devinait le poisson. Sans eux, aurait-il résonné si fort en moi la sorgue et le maquisard de ses restes? À une mère tôt perdue, dont l'épitaphe effacée transperce ses pages, à ma femme, à mes fils. Et je dois beaucoup à l'amitié affectueuse de René Char, pendant la dizaine d'années où j'explorais son œuvre et où j'ai pu mesurer qu'une grande poésie n'était pas démentie par un homme chez qui tout, de son absolue générosité à ses violents emportements, portait la marque de la grandeur humaine. Et à l'université de Vincennes, où s'étaient rapprochés au lendemain de mai 68 des enseignants animés du désir de changer l'enseignement dans ce rapport à la société et au texte qu'on lisait dans l'effervescence d'approches neuves. J'ai bénéficié, dans ce climat chaleureux du département de littérature française, d'échanges avec la vingtaine d'enseignants hors pair qui l'ont fait vivre. Jean-Pierre Richard, à qui je dois tant, Jean Levaillant, Yves Bonnefoy, Michel Deguy, Henri Méchenique, Paul Zumthor, Jean-Michel Rey, Ludovic Janvier, Jean-Claude Coquet, Béatrice Didier, Jean Belman-Noël, je ne peux les citer tous. Et je suis particulièrement heureux qu'Henri Mitterrand, qui a fait partie de cette belle équipe vincénoise et qui est, nous le savons tous, le connaisseur le plus éminent de Zola et du naturalisme, ait accepté d'être là ce soir, car avec lui, un peu de ce grand vent de Vincennes a passé dans la salle. Ce qui me trouble évidemment, c'est que vos choix antérieurs me mettent en compagnie de lauréats autrement prestigieux. Et disant cela, je ne sacrifie pas un lieu commun, je confronte simplement ces noms à mon insatisfaction devant ce que j'ai écrit. Et j'ai l'impression, tant certains de vos lauréats, Jean Starobinski, Giorgio Agamben, Claudio Magris, m'ont soutenu, que c'est sur leurs épaules qu'un petit poussé se retrouve étonné parmi eux. Je voudrais terminer en vous disant combien me touche le fait que ce livre soit honoré en Suisse, et par un prix dont le fondateur n'était pas seulement un mécène, mais un humaniste généreux, préoccupé des réalités sociales. C'est un pays avec lequel j'ai toujours eu des affinités. J'avais à peine plus de 20 ans, j'écrivais quelques chroniques de poésie, une des premières sur le genevois Gilbert Trollier, et venait de paraître La Chute. Je fus invité à l'Institut œcuménique de Bossé pour faire une conférence confrontant la conception du mal de Camus à celle du christianisme. Un demi-siècle après, j'ai l'impression qu'une boucle se referme. Et puis sont venues des lectures Jacotet, Roux, Chappat, Saint-Gria et nombre d'autres. Au fil de colloques sur la poésie romande, de semaines passées avec des enseignants de gymnase et de collège, de jurys de thèse en Suisse, de séminaires à la rue d'Ulm, auxquels participaient des doctorants suisses, dont certains sont ici présents, j'ai eu la chance de nouer beaucoup d'amitié. Le sentiment porteur demeure, malgré les intermittences de nos vies. Le mois prochain, j'aurai la joie de voir paraître un numéro que j'avais mis en chantier pour notre revue littérature en hommage à Jean Starobinski. Il serait long d'énumérer tous ses amis, mais ma pensée va vers eux. Je n'évoquerai que 2 disparus. En même temps que M. Pascal Veillon m'annonçait ce prix, j'apprenais avec tristesse la disparition d'un ami, Éric Sandmeyer de Bienne, poète, photographe de la matière, qui avait jadis emprunté quelques phrases de nos échanges pour en faire la postface d'un de ses recueils. Par la grâce de la poésie baroque, Gisèle, ma femme, m'avait fait rencontrer Jean Rousset, aussi vigilant et ponctuel dans l'amitié que dans les horaires, que ce soit dans son logement riche en livres et en bonnes bouteilles de la rue Étienne Dumont, ou à Paris, nous n'avons cessé de nous voir. J'imagine sa silhouette parmi nous. En ce mardi gras de carnaval, où un jury malicieux a placé la cérémonie, je vais prendre le masque du conférencier, comme si l'on avait organisé, je cite Ingeborg Bachmann, en l'honneur de ce jeu, un mardi gras,
où il pourrait se professer, se duper, se métamorphoser et se dévoiler à la fois dans ses habits d'arlequin. Cette conférence interroge le toucher des mots et emprunte son titre à Artaud, « Briser le langage pour toucher la vie ». C'est une des phrases fiévreuses du théâtre et son double, que l'on dirait exhalée du trou de la pythie en proie aux dieux, plutôt que de celui d'un souffleur suppléant les mots volés à Artaud. Dans cette langue d'écorché vif, la lucidité est la pointe de la souffrance. L'effondrement de la vie le bouleverse. Il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie, qui est à la base de la démoralisation actuelle, et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie et qui est faite pour régenter la vie. Il pointe le divorce entre culture et vie, je cite encore, comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer, en italique, la vie. La vie, Artaud l'avait exercée chez Dulin, incarnant les textes dans les frémissements de ses nerfs, de ses muscles. On joue, écrivait-il à Max Jacob, avec le tréfonds de son cœur, avec ses mains, avec ses pieds, avec tous ses muscles, tous ses membres. On sent l'objet, on le hume, on le palpe, on le voit, on l'écoute. Un théâtre rénové permettrait de ranimer des mots anémiés et de redonner un corps à l'homme d'Occident. Briser le langage pour toucher la vie, c'est faire ou refaire le théâtre. Mallarmé avait souhaité tourner l'épaule à la vie pour être plus près de sa transfiguration au ciel de la beauté. Cela ne l'empêchait pas de saluer l'air qui ruisselle dans les tableaux des impressionnistes et la vie chez Zola. Mais l'air quintessencié des symboles est balayé par un grand vent. Nietzsche, Bergson, Whitman, Verhaeren, Gide, Albert Birot et ses poèmes à danser et à crier sont portés par l'élan vital. La philosophie allemande va se préoccuper du monde de la vie, l'art ou la vie. Plutôt qu'une alternative, des mouvements en sens contraire. Mallarmé pense que le monde est fait pour aboutir à un beau livre, mais au nom de la vie, le Nathanaël des nourritures terrestres doit jeter le livre. Nietzsche n'admettait qu'un Dieu qui danse. Ponge réclame un homme qui danse. Que les assemblages des mots viennent au secours de l'homme qui ne sait plus danser, qui ne connaît plus le secret des gestes. La naissance de la tragédie avait pour tâche, dit Nietzsche, d'examiner la science dans l'optique de l'artiste, mais l'art dans celle de la vie. La formule drastique d'Artaud est un antidote contre le dépérissement d'un théâtre, esclave des mots, refoulant la magie des corps. Briser le langage, cela avait été en poésie rompre avec un lexique noblement suranné, des formes strophiques. Michaud juge bénin l'automatisme surréaliste et souhaite une mêlée de mots enchevêtrés comme des lances. C'était déjà pour extraire le suc de leurs racines que les étymologistes avaient délicatement scindé les signes. Isidore de Séville voulait, par ses étymologies, faire jaillir la force des mots « vis verbi et nominis ». Mallarmé isolait cette énergie à l'attaque consonantique des mots anglais. Savigno se souvient que Léopardi, à peine adolescent, s'était livré à de savants travaux de philologie. Il était, écrit-il, philologue, c'est-à-dire ami des mots. Il les brisait pour voir comment ils sont faits à l'intérieur. Quand le poète émiette des mots en syllabes balbutiantes, il ranime la parole enfantine, rêve d'un état adamique où des fragments, langue à nouveau sans gang, se souderaient. Briser aussi les mots comme s'ils étaient des alibis face à l'abîme, reconquérir le balbutiement oublié qui répondait à l'origine aux choses, et laisser les fragments s'assembler tout seuls, comme se soudent les eaux, comme se soudent les ruines. À ces vers de Roiros, évoquant un balbutiement qui répondrait aux choses telles qu'en leur état originel, Benveniste fait de loin écho. Le poète nous apprend la vérité et nous dévoile la réalité. La vérité sur lui est de telle manière qu'elle nous apparaisse la vérité sur nous. La réalité, masquée par la convention ou l'habitude, et qui brille comme à la création. Ces coupes révèlent l'éclat caché des mots. De l'inconnu s'échappe du sens lézardé. Est-ce pour toucher la vie? Toucher étonne. La littérature a habitué depuis 2 siècles à considérer
qu'écrire donne à voir, selon le mot d'Éluard. Depuis que l'imagination a été sacrée reine des facultés, bâtissant des villes imaginaires, faisant chatoyer des lieux irréels, l'écrivain est tenu pour un œil et ce qu'il projette pour des vues de sa lanterne magique. Pour les Grecs, la vue lumineuse était au fondement du beau et du vrai. Pour le christianisme, l'appel, l'écoute de la parole, dans un temps où l'on ne peut voir Dieu face à face, avait accru l'importance de l'ouïe. Pour les romantiques, le verbe suscite des visions, cependant que parle le monde visible. Sur les bords de 2 siècles, 2 témoins. 1804, Jean-Paul, dans son cours préparatoire d'esthétique. Le poète est, comme le philosophe, un œil. 1998, Mohamed Dib, ce qui est sûr, c'est que je suis un visuel, un œil. Dans cet empan, presque tous les écrivains observateurs du monde réel ou visionnaires contresigneraient. Optique plutôt que haptique. Enfant, certains ciels ont affiné mon optique, note Rimbaud. Les voyageurs romantiques rapportent des collections d'images, Hugo visionnaire voit des alhambras se découper sur le ciel, Rimbaud travaille à se faire voyant. L'écrivain invente des univers improbables, son écriture est aimantée au-delà des possibles par le fascinant impossible, dit Char. Plutôt que de dupliquer une vache réelle, Michaud souhaite peindre des fantômes de vaches ou un limbique Monsieur Plume. L'écrivain, à travers les fenêtres de ses mots, ouvre des vues. Mais la condition d'écrire, remarque Mandelstam ou Pontalis, c'est perdre de vue, tout en maintenant à l'horizon, en filigrane, le disparu. Ce double fond a toujours creusé la poésie. Du Bellay dépasse le descriptif ou le satirique dès qu'il éprouve à Rome ce mélancolique retrait au fond du regard. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? À cette connivence de la parole et de la vue, Blanchot objecte. Parler, ce n'est pas voir. Titre sans embâche d'un chapitre de l'Entretien infini. Dans la vue, la distance est la condition d'un contact limpide, immédiat. Mais la parole, elle, détourne les choses de l'immédiat, les tient comme suspendues entre visibilité et invisibilité. Je cite Blanchot, « Parler libère la pensée de cette exigence optique qui, dans la tradition occidentale, soumet depuis des millénaires notre approche des choses et nous invite à penser sous la garantie de la lumière. Ici, ce qui se révèle ne se livre pas à la vue, tout en ne se réfugiant pas dans la simple invisibilité. Parler est la parole latente, où les choses sont retournées vers l'état latent. Les écrivains ont suggéré diversement cet entremonde de l'écrit qui suspend les choses dans un intervalle entre visible et invisible, entre actuel et virtuel, présence et absence. Un l'été qu'on traverse pour aller vers l'Aletheia, dit De Guy. Une fenêtre dormante, comme le tableau pour Char, où les choses semblent dans une légère hypnose. Une asymptote pour Breton, l'imaginaire étant ce qui tente à devenir réel. Mais l'éblouissement des images sidère. L'écrivain, butant contre la toile peinte de ses illuminations, se sent empiégé dans les illusions optiques qu'il a projetées. Il lui faut et jouir des images et les traverser. Il veut lever le rideau, déchirer le voile, dénoncer le trompe-l'œil. Baudelaire, d'abord envoûté par les images, ma grande, mon unique, ma primitive passion, achève Les Fleurs du Mal sur une plongée qui traverse ces images désenchantées, en quête d'un fond, d'un contact. Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Le tropisme du poète l'entraîne à saisir, avec tous ses sens, déréglés ou non. Baudelaire, écrivain véniste, ne veut pas voir le monde, il veut l'étreindre. Ses mouvements primordiaux sont ceux de l'étreinte, ceux du nageur qui se meut dans l'eau profonde, ceux de l'oiseau nageur inversé. Il veut étreindre pour posséder et pour tenir l'autre qui se dérobe toujours. Plonger. Écrire est un saut risqué. L'eau est le seul élément dans lequel le corps peut entrer, l'air est déjà là, s'immergeant dans le fleuve héraclitéen. Le nageur de l'arrière-pays plonge dans le devenir et remonte couvert d'algues, riant, aveugle, divin. Aubigné imaginait la force de la résurrection transissant les corps
qui remonte d'un plonge dont la rime fait un songe. Et ajoute un véniste pour tenir l'autre en italique, qui se dérobe. Traversant les images, l'élan de la parole vise l'autre de l'écrit, son envers, ses limites, des surfaces où les mots deviennent autres, incisés dans la matière. L'autre de la langue étrangère pour Proust peut-être, ou la langue binaire pour Deleuze, vise un jeu qui est un autre, ou qui est l'autre majuscule de Célan. Je cite Célan, « Le poème veut aller vers un autre, il a besoin de cet autre. Chaque chose, chaque être humain est pour le poème qui a mis ainsi le cap sur l'autre, une figure de cet autre. » Toucher l'autre qui se dérobe, c'est une visée de l'impossible, qui hausse le dit du poème à l'intensité de l'indicible. L'art traverse les choses, écrit Clé, il porte au-delà du réel aussi bien que de l'imaginaire. Plonger, étreindre. Tu brûles, dit-on à l'enfant aux yeux bandés, palpant l'obscurité. Rimbaud ou Mallarmé, la vue dépassée, brûle d'étreindre, comme Baudelaire. Rimbaud s'était voulu voyant, il ne lui reste que la réalité rugueuse à étreindre. Sur le théâtre de la pureté, Mallarmé met en vue l'idée, mais n'entend pas moins l'étreindre dans un corps à corps nuptial. Dans l'étonnant fragment « épouser la notion », il lui faut établir la notion dans son absence pour la posséder. Il ne lui faut pas moins qu'épouser la notion, il veut tout épouser, lui, faute d'une dame à sa taille. Il faut qu'il n'en existe rien pour que je l'étreigne. Arriver à passer entre des mots empoissés d'images, c'est aussi le désir de Beckett. Je cite, « De plus en plus, ma propre langue m'apparaît comme un voile qu'il faut déchirer en deux pour parvenir aux choses ou au néant qui se cache derrière. La grammaire et le style, ils sont devenus, me semble-t-il, aussi incongrus que le costume de bain victorien ou le calme imperturbable d'un vrai gentleman. Un masque. Espérons que viendra le temps, et Dieu merci, dans certains milieux, il est déjà venu, où l'on usera de la langue avec plus d'efficacité. Percer dedans trou après trou, jusqu'à ce que ce qui se cache derrière, que ce soit quelque chose ou rien, commence à s'écouler au travers. Je ne peux imaginer de but plus élevé pour un écrivain aujourd'hui. Désir lancinant de faire des trous dans les mots, en les brisant, ou entre eux, se glissant dans les intervalles de silence pour toucher un réel intouchable. Christian Prigent repère la même impulsion, scandant l'histoire de la peinture. La peinture ne touche, il le met aussi en italique, ne touche pas davantage le réel que tel ou tel autre art. Plus que les autres, cependant, elle fait consister l'intouchable, à force de suggérer une tactilité tout en l'interdisant. Si elle montre quelque chose, c'est l'impulsion à montrer le monde, la distance irrémédiable du monde à ce qui s'efforce de le représenter. C'est pourquoi la peinture est contrainte à ponctuellement se trouer elle-même. Giotto ouvre les fonds d'or clos des Byzantins, Monet perce dans le paysage le trou rouge du soleil. Une œuvre d'art enregistre une vérité excessive aux représentations positives, adéquate non à ce qui se savait, mais à ce qui ne se savait pas. Pour trouer, il faut aviver une énergie térébrante dans les mots, par un rythme qui fait saillir les sons, les entraîne au-delà du sens prévisible et de l'image visible. Un mot infléchi, propulsé par ses voisins, accomplit son sens au fur et à mesure de sa trajectoire. Les phrases sont des flèches. Où retombe la flèche, se demande Bonnefoy. Elle frappe juste à côté de l'intouchable réalité, comme les enfants pour Rilke crient déjà à côté du cri véritable. Écart nommé métaphore, métonymie ou périphrase. Mais ces approximations émeuvent chez le lecteur une résonance qui fait écho à l'émoi d'où étaient nés les mots. La phrase qui touche juste n'est pas la phrase exacte. Qu'atteignent les mots? Jacotet s'interroge. Les mots devraient-ils faire sentir ce qu'ils n'atteignent pas, ce qui leur échappe, dont ils ne sont pas maîtres, leur envers? Opiniâtres ou rusés, les mots s'obstinent, à traverser le réseau des concepts pour Bonnefoy, à griffer le réel, en tournant l'opération idéalisante de l'écriture pour De Guy, à percer le mur pour Kafka, mais, je cite encore, sur le papier, il y a déjà une peinture excessivement trompeuse représentant comment tu perces le mur, à pousser des portes
pour Jean-Christophe Bailly. Avancer avec les mots phrasés, c'est parcourir une enfilade de portes en direction d'un dehors qui recule sans fin, mais qui pourtant s'est infiltré dès le commencement de la traversée. Mais à quoi bon s'échiner à toucher avec des mots s'ils volatilisent la réalité? Le toucher garantirait la présence au monde, et le saisonnier de l'enfer, privé de contact, constate qu'il en est absent. Décidément, nous sommes hors du monde, mon tact a disparu. Starobinski souligne le tourment de toucher de Kafka, qui validerait sa présence au monde. Kafka, écrit-il, veut seulement toucher la réalité entière, s'ouvrir un avenir dans la plénitude de l'existence. Kafka souffre d'être maintenu dans les limbes. Le toucher est le point aveugle de l'écriture, autour duquel elle tourne. La parole avait commencé par le deuil du toucher. L'enfant touche, porte à sa bouche, ne peut s'emparer d'objets éloignés qu'il indique du doigt, et la désignation se mura en dénomination par le biais d'objets sonores, les mots. Une longue lignée de penseurs, jusqu'à la phénoménologie, a mis le toucher à la première place des 5 sens, plus grossier que les ordres, mais plus fondamental, attestant de manière plus crédible que nous sommes au milieu des choses. Priorité du toucher pour Aristote, dans son traité de l'âme, qui dit déjà que le toucher a pour objet le tangible et le non-tangible. Condillac le tient pour le seul sens qui juge par lui-même et apprend aux autres sens à juger des objets extérieurs. Kant le classe parmi les 3 sens objectifs, rapportant les 2 autres sens objectifs, la vue et l'ouïe, aux données premières du toucher. Et toucher a pu servir de commun dénominateur à tous les sens. Diderot affirme « Les sens ne sont tous qu'un toucher ». C'est par un toucher qui se diversifie, je cite toujours Diderot, c'est un toucher qui se diversifie dans la nature animée, en une infinité de manières et de degrés, et qui s'appelle dans l'homme voir, entendre, flairer, goûter et sentir, qu'il reçoit ses impressions, qui se conservent dans ses organes, qu'il distingue ensuite par des mots. Quand Artaud parle de toucher la vie, ce toucher-là ne relève pas d'un seul sens, mais de cette aptologie générale dont parle Jean-Luc Nancy. L'écrivain étendrait volontiers sa capacité haptique à des centaines, à des milliers de sens, et Michaud est mari de n'en avoir que 5. Le tact littéraire, vous citiez tout cela dans le livre tout à l'heure, n'est pas le privilège de la peau et de la main, mais l'écrivain qui a touché par tous ses sens, touche par les images et les mots qu'il crée, qui sont des plans de contact électrisés, attirant le monde à eux. D'ailleurs, il leur prête un corps et des sens à ces signes abstraits. L'écrivain qui a des fourmis dans les doigts les métaphorise en insectes fourmillants, aptes à saisir. Le toucher traverse de part en part l'écriture. Quand l'écrivain touche juste, son livre touche le lecteur. La fièvre de toucher par des mots s'est faite plus lancinante à partir du XIXe siècle. 3 changements sont intervenus. La réflexivité de la littérature cherchant à se voir et à se toucher, la tension de la poésie vers un au-delà ou un envers du visible, l'appauvrissement d'expériences qui reposait sur ces extensions du toucher qu'étaient les contacts humains, le sentiment d'une nature à portée de main, la transmission d'une génération à l'autre. La littérature occidentale, fables, contes, maximes, traités sur la vieillesse ou l'amitié, vie d'hommes illustres, mémoires, étaient entretissés d'expériences. Walter Benjamin remarque que, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les soldats revenaient muets du champ de bataille, plus pauvres en expériences communicables. Ingeborg Bachmann note sobrement « Époque d'une pénurie extrême de la parole, d'une pénurie née d'un manque de contact extrême. » Des silhouettes de somnambules hors de prise peuplent le roman, la poésie et la société actuelle, qui était jadis ombre aux enfers. Ulysse tendait vainement par 3 fois sa main vers l'évanescence fluide de sa mère. Dante s'étonnait de croiser dans l'enfer des silhouettes sans ombre. Aujourd'hui, c'est Breton qui écrit une introduction au discours sur le peu de réalité. Broch nomme les somnambules sa suite romanesque. Jacotet, arrivant à Paris, a conscience de tout appréhender de plus en plus faiblement. Benjamin relie la disparition de l'art de compter à cet appauvrissement d'expériences communicables par la parole.
Le conte était une forme, pour ainsi dire, artisanale de la communication. On peut se demander si le rôle du conteur n'est pas précisément d'élaborer de manière solide, utile et unique la matière première des expériences. Mais les hommes aspirent désormais à faire valoir leur pauvreté, je cite encore Benjamin, si clairement et si nettement qu'il en sorte quelque chose de valable. Giorgio Agamben généralise l'analyse de Benjamin. Cette crise de l'expérience est le cadre général dans lequel la poésie moderne se situe. Avec Baudelaire, un homme qui a été dépossédé de l'expérience s'expose au choc sans la moindre protection. L'écrivain et son lecteur ne sont plus protégés par l'expérience, mais espèrent le choc. Si le livre que nous lisons ne nous assène pas un coup de poing en plein crâne, à quoi bon lire, écrit Kafka à Oscar Polak. Le pas de l'écriture avait été creusé, mais le poète moderne ignore le chemin, ne sait où il mène, marche faute de chemin, écrit Jacotet. Cette défaillance de l'expérience, l'écrivain la revendique et recherche ce à quoi il est livré nûment, l'inattendu, l'inouï, l'invisible, l'impossible, que leur négation écarte de l'ordinaire cours des choses. Le choc fait choir l'auréole du promeneur baudelairien. Mallarmé réserve à la poésie le sens mystérieux de l'existence. Apollinaire met la surprise au centre de son esthétique. La grâce du hasard accorde à Breton de pétrifiantes rencontres. Crise de l'expérience ne signifie pas renoncement à l'expérience, mais expérience du dénuement. Entre les deux guerres, des essais confrontent l'expérience poétique à l'expérience mystique et à l'expérimentation scientifique pour délimiter leur ordre de vérité. La poésie retourne le mot expérience du passé vers l'en avant, risqué. Roger Munier demande à l'étymologie de justifier ce retournement. Expérience vient du latin experiri, éprouver. Le radical est periri, que l'on retrouve dans periculum, péril. La racine indo-européenne est per, à laquelle se rattache l'idée de traverser et secondairement celle d'épreuve. En grec, les dérivés sont nombreux qui marquent la traversée, le passage, peiro, traverser, pera, au-delà, perao, passer à travers, etc. L'expérience, l'écrivain cherche d'abord à la retrouver au plus près, dans le toucher de ses mots. Somnambule, il tâtonne, prête le toucher de l'oreille. Il n'y a pas encore de mots, dit Mandelstam, que déjà l'on entend le poème, on entend son image intérieure que palpe l'ouïe du poète. Sur sa page, il rêve d'une langue du toucher qui fait défaut à la main. Tchekhov dit à Gorky, vous êtes plastique quand vous représentez quelque chose, vous le palpez avec les mains. Artisans, paysans, faisant l'expérience de la matière, voilà le modèle nostalgique qui hante l'écrivain dépossédé du toucher. Écrire, une pratique pour Mallarmé, une fabrique pour Ponge, un artisanat furieux pour Char. Et Leskov, écrire n'est pas pour moi un art libéral, mais un métier manuel. Paysan, sarcasme pour Rimbaud, la main à plume valant la main à charrue, mais nostalgique du Virgile de Brort, regardant ses mains, apaisant leur angoisse, l'angoisse nostalgique de ces mains paysannes, qui ne devraient jamais plus saisir la charrue ni la semence, et qui avaient donc appris à saisir l'insaisissable. Le poète contemporain, parfois, se refuse à viser un fond et gomme ses métaphores en faveur du toucher des surfaces. Mais fond ou surface, il ne sait ce qu'il touche à travers les mots. Le vide, le regard de Lord Chandos est happé par un tourbillon de mots, et quand on le traverse, on se trouve devant le vide. Le néant, que Mallarmé rencontre en creusant le verre, la réalité rugueuse de Rimbaud, le méridien, immatériel mais terrestre comme la parole de Célan, j'ai pu croire l'avoir à l'instant de nouveau touché. Ou ce qui se taisait jusque-là dans la parole, l'infance, le non-parlant, le muet dans la langue de Dubouché. Appelons-le provisoirement réalité, dit Ingeborg Bachmann. Artaud dit la vie. Le vécu a été narré sous le nom de vie, d'hommes illustres de Tristram Shandy ou l'humble vérité d'une vie de Maupassant. Mais ce récit du vécu est hanté par le désir de toucher la vie même, qui déborde les vies individuelles et semble percer là, ça et là. Qui n'a senti ce toucher
dans l'extraordinaire profusion colorée des halles de Zola ou dans Guerre et paix, avec le geste qui agite comme un étendard les langes du nouveau-né. Le roman livre ensemble le vécu narré et le vivable à inventer. Écrire est un passage de vie qui traverse le vivable et le vécu, dit Deleuze. Charles subordonne le vivre à l'inconnu en avant du poème. Comment vivre sans inconnu devant soi? Le poète n'est pas pour autant un parvenu de l'inconnu. Il aspire à dégager dans les choses et les êtres d'ici la réserve d'inconnu qui restituerait une plénitude sensible aux choses et à l'homme le sentiment de vivre. Célébrer l'impossible, écrit Roy-Ross, est-il une autre façon de célébrer le possible? Le poète, abeille de l'invisible, doit imprimer en lui la terre, dit Rilke, si douloureusement et si profondément que son essence ressuscite, invisible, en nous. La vie ne s'immobilise pas dans des formes, mais passe dans les flux qui les transforment. Toucher la vie serait toucher l'inachevé. L'homme non encore définitivement modelé, dit Charles, le mouvement de devenir autre. La syntaxe, écrit Deleuze, est l'ensemble des détours nécessaires, chaque fois créés, pour révéler la vie dans les choses. Ces visions ne sont pas des fantasmes, mais de véritables idées que l'écrivain voit et entend dans les interstices du langage, dans les écarts du langage. C'est le passage de la vie dans le langage qui constitue les idées. La sensation de toucher, l'écrivain l'a sur le bout de sa langue, désirante. Chaque page à ton attouchement prend feu, écrit Charles. Mais sur la page, comment peut être suggéré le passage de vie? La vie ne s'impose pas massivement. C'est la vie du presque rien de Büchner, des frémissements, des tressaillements, le trembler d'un paysage au dégel chez Jacotet. La contiguïté, c'est la proximité des choses. Le contact est commun à tous les vivants. Le toucher suppose un existant qui touche à un monde et touché par lui. Ainsi, c'est à la limite d'un corps et d'un espace, d'un corps et de notre corps, que se mêlent les flux, dit Deleuze. Michaud parle d'effluves, Rilke de longueur d'onde. Je cite Rilke, transposition du visible et du tangible, aimé, en la vibration et l'animation invisible de notre nature, qui introduit de nouvelles fréquences dans les longueurs d'onde de l'univers. Quand la sainteté est reconnue hors de sa portée, Michaud disperse l'auréole en effluves. Faute d'aura, éparpillons nos effluves. Les représentations écrites sont redevables à la peinture, qui avait réfléchi sur les limites des corps vivants. Le peintre Parasios, rival de Zeuxis, triomphait dans la ligne de contour, qui doit, je cite Pline l'Ancien, finir de façon à laisser deviner autre chose derrière elle et à montrer même ce qu'elle cache. Les tableaux d'apparition du Christ, des anges, auront à trouver des solutions pour les quasi-contacts de l'humain et du divin. L'index de Dieu se tend vers Adam, créé par le Verbe, mais ne le touche pas dans la fresque de Michel-Ange. Des sas font communiquer corps et espace. Dupin est sensible aux lignes multipliées, enchevêtrées, qui n'enferment pas le contour des silhouettes de Giacometti. Roux, au noir dégradé des fusains-gras de Seurat. Les lignes poreuses, brouillées, fuyantes, prennent en compte la marge de vie possible, pressentie entre les mots et entre les corps, à leur périphérie. Je voulais sentir mon univers toucher d'autres univers, écrit Bruno Schulz, et que sur leurs frontières, ils s'entrepénètrent, se croisent, qu'ils échangent entre eux des courants, des frémissements. Rilke notait que c'est au point de contact des corps que les sculptures de Rodin s'intensifient, que la lumière naît. Des analyses aiguës de l'émoi tactile dans la représentation d'un personnage, des valeurs du toucher s'infiltrant dans les mots, ont été menées par Starobinski à propos des salons de Diderot, de Chénier, de Flaubert. Je cite Starobinski, « Cette vérité du sentir, si proche de la muette vérité des choses, à la frontière du rien, quelle forme saura la retenir et la communiquer pour d'autres, par-delà les frontières du corps singulier ?» Il trouve une réponse à cette question dans la peinture de Garache, je cite encore, « rendant justice à la marge indécise qui est à la fois le corps et son aura, chair vivante et atmosphère. À la jonction de deux touchés,
le contact du monde et des sensations synesthésiques, peut être suggéré l'affleurement de l'énergie de la vie dans les tissus sensibles. Chez Diderot, c'est le rayonnement de la chair, pour Chénier, la fluidification de la matière corporelle, avec Madame Bovary, la chaleur des humeurs qui incarne ces valeurs tactiles. Émanation d'un corps dans les romans d'atmosphère de Flaubert, papillotement d'air et de lumière pour Chénier, nuage rougeoyant de l'élément charnel chez Garrache. Avec Diderot, le sentiment de la chair et de la carnation, son efflorescence épidermique, suggère le rayonnement de la vie et du plaisir, pour peu qu'une draperie, une main la contacte, le geste s'émeut, électrisé par la charge tactile des mots. Le retentissement tactile, écrit Starobinski, ne développe tout son attrait voluptueux qu'au moment où le spectateur est lui-même de tenter de porter la main. Dans la poésie de Chénier, les souffles de l'air font flotter les chevelures et les tissus, les ondoiements de l'écume marine pulvérisent les contacts en poudroiement, octroyant aux sensations tactiles de faire ressentir l'impalpable mie, ces suggestions cutanées fluidifient le contour des corps. Je cite Starobinski. Dans cette complicité de la parole et du monde, le discours poétique privilégie ce qui s'écoule, la source et les souffles de l'air, comme s'écoulent les syllabes du poème. La caresse est d'abord le glissement, le mouvement léger d'une main sur une surface, peau ou pelage, ou d'une suite de paroles qui enchantent une écouteuse. Toute la surface du corps est déjà organe de contact. Les souffles de l'air, le flux de la vague, y prennent toute la réalité quand le visage s'y expose, quand le corps s'y plonge. Chénier est le poète des effleurements et des étreintes, où l'on retrouve ces gestes cardinaux, la plongée, l'étreinte. Ce que Charles nomme commune présence ou commun présent, c'est cet avènement entre deux êtres d'un frémissement de vie qui leur offre d'exister au présent et les entraîne dans un devenir partagé, commun et disjoint. Le senti s'intériorise en ressenti, le contact s'accomplit en rencontre, quand naît, au sein même du toucher, le sentiment de l'intouchable qui maintient ouvert le contact. Le promeneur qui croise la cueilleuse de mimosa, esquivant tout contact, préserve la rencontre possible. L'espadrille foulant l'herbe, scellez-lui le pas du chemin. Peut-être aurez-vous la chance de distinguer sur ses lèvres la chimère de l'humidité de la nuit. Charomaki se souvient d'une femme qu'il a naguère aimée, dans cette même ferme de la Renardière, au contact de son visage, visible, invisible, le ciel semblait se plisser. Vous qui m'avez connu, grenade dissidente, pointe du jour déployant le plaisir comme exemple, votre visage, tel est-il qu'il soit toujours, si libre qu'à son contact le cerne infini de l'air se plissait, s'entr'ouvrant à ma rencontre, me vêtait des beaux quartiers de votre imagination. Je demeurais là, entièrement inconnu de moi-même, dans votre moulin à soleil. Deux rencontres pour des êtres en marche, en devenir. Le poème, écrit Célan, se tient dans la rencontre, dans le secret de la rencontre. Le poème est le mouvement d'une langue qui part à la rencontre. Il suggère le passage de la vie aux confins des corps, surface où se projettent les intensités de la chair, interface où elle se mêle à d'autres intensités. Ainsi paraissent les possibilités d'exister ensemble. Ayant accompagné la main de l'écrivain palpant les mots, les jetant comme des dés, ces tâtonnements sur la pierre, j'avais pour finir écrit « On a fait consciemment de la littérature un art du toucher ». Cet exposé était un post-scriptum pour donner un début de preuve à cette provocation. Je vous remercie. Merci encore, Monsieur Mathieu, pour votre œuvre et pour ce que vous nous avez apporté ce soir dans la richesse des mots, des phrases et de leur contenu, bien sûr. Vous êtes tous conviés à partager un apéritif maintenant qui sera servi à la sortie de cet auditoire. Merci pour votre présence et bon retour chez vous.